Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, dans le cadre de la visite des différentes infrastructures économiques portuaires, routières, le vice-ministre éthiopien s'est rendu à Dikil. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Addis Abeba, des discussions sur le financement des opérations de paix en Afrique se discutent entre l'ONU et l'Union africaine. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, une importante délégation conduite par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a effectué une visite du projet de reconstruction du tronçon d'Aguirre-Kalamo de la route numéro 1. M. Hassan Mohamed était accompagné par le ministre d'État des Transports et de Logistique de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Bareko Hassan Bareko, en visite à Djibouti, le préfet de la région d'Arta, le directeur général du DPCR et de l'ADR étaient présents. La route nationale numéro 1 est une artère vitale pour laquelle transitent 90% de l'import des marchandises venant et allant en Éthiopie. Au cours de leur visite, la délégation a constaté l'état d'avancement des travaux sur la route numéro 1. Le ministre djiboutien a demandé aux parties prenantes de ce projet de prendre toutes les dispositions pour que ce projet soit livré conformément au délai contractuel. De plus, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a sollicité la société éthiopienne ECWC en charge de la réhabilitation du tronçon Kalamo-Mouloud d'accélérer les travaux. Il a noté qu'il est prévu que ces tronçons soient achevés à fin 2024. Toutefois, le changement climatique avec ses pluies déluviennes et les crues des oueds fréquentes pose des défis additionnels au déroulement des travaux. Le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, maître d'ouvrage délégué de ce projet, a informé la délégation de la réception prochaine avant la fin de cette année du premier tronçon. Pour sa part, le ministre a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à ce projet d'envergure régionale qui va contribuer, a-t-il dit, à l'amélioration des échanges entre nos deux pays. Enfin, le ministre a remercié les parties prenantes de ce projet pour l'accueil qui lui a été réservé et a exprimé sa disposition pour la réalisation de ce projet. Eh bien, le vice-ministre éthiopien a d'emblée rappelé qu'il se trouve à Yoboki et qu'il est venu avec sa délégation pour une visite de travail afin de renforcer les relations amicales et fraternelles entre Djibouti et l'Éthiopie. Le vice-ministre Bareko a souligné qu'il a également eu la chance de visiter le corridor Djibouti-Khalafi ainsi que le projet de réhabilitation de la route qui est un itinéraire très convoité par les camions éthiopiens. Il a affirmé que l'objectif de cette visite consiste sur les aspects essentiels du commerce et la connectivité du transport transfrontalier des passagers et de l'accord sur les services de transport routier entre Djibouti et l'Éthiopie. De son côté, le ministre Hassan Mohamed Ibrahim a d'emblée souhaité encore une fois la bienvenue à la délégation éthiopienne conduite par le vice-ministre Bareko Hassan Bareko à Djibouti. Il a souligné qu'hier, qu'ils ont discuté sur les deux points. Aujourd'hui, ils sont au Vadikil, plus précisément à Yoboki, pour constater de visu de l'état d'avancement de ce projet de réhabilitation de route. Il a précisé que le vice-ministre éthiopien a insisté de voir que ce projet de réhabilitation de route, cet état d'avancement. Il a affirmé qu'il y a plusieurs projets concernant les corridors, à savoir la route financée par la Banque mondiale, celui de PK 51 jusqu'à Tadjoura d'ici 2024, et nous allons voir une route saine et en bon état, a-t-il conclu le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre des Affaires musulmanes décerne les certificats de mérite aux membres de la commission d'organisation du Hajj, dont les envoyés spéciaux de la RTD qui ont couvert les activités du pèlerinage de cette année 2023. C'est dans le but de faire le bilan du Hajj cette année que le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture, les Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Baré, vient de réunir les membres du comité chargé de l'organisation du pèlerinage 2023. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence de la direction des biens Waqf du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Cette rencontre a vu la participation du directeur général des biens Waqf, El-Minour Jama, et plusieurs hauts cadres et ulama membres de cette organisation. Rappelons juste, avant le départ, le ministre avait donné des recommandations aux membres de cette commission dans le but de répondre aux exigences sécuritaires et d'offrir des services de qualité à nos citoyens durant leur séjour sur le lieu saint de l'islam. À l'issue de la cérémonie, tous les membres de cette comité et commission en charge de l'organisation du Hajj se sont vus décerner des certificats de mérite qui témoignent de leur engagement quant au bon déroulement du pèlerinage 2023.
Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Mouna Hassan Barre, a salué les efforts entrepris par les organisateurs pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir les 5 piliers de l'islam dans des bonnes conditions. Autre actualité cette fois-ci, les travaux de la conférence annuelle des pays utilisateurs du système d'information Banking Supervision Application, communément appelé BCA, qui s'est tenu durant 5 jours au Sheraton Hotel, s'est clôturé hier au Sheraton. La BCA s'inscrit dans le cadre du renforcement de la supervision des institutions financières et de doter le département de la supervision bancaire des moyens techniques pour réaliser une surveillance efficace à la hauteur de l'expansion du secteur bancaire. Initiative africaine initiée en 1997 à l'initiative du Forum sur les technologies de l'information des banques centrales, la SADC. La BCA est fondée par les banques centrales de la SADC. Les experts des différentes banques centrales issues de 20 pays utilisateurs du système BCA, ainsi que d'autres cadres de la Banque centrale de Djibouti et des différentes banques commerciales de Djibouti, ont participé à cette conférence annuelle qui a servi de plateforme d'échange et de partage des informations essentielles d'exploitation de nouvelles perspectives afin de mieux renforcer la collaboration entre les parties prenantes du secteur bancaire. Banking Supervision a été choisi et pour nous c'est un honneur d'accueillir autant de pays, donc une vingtaine de pays d'Afrique et autant de délégués, donc une soixantaine de personnes qui sont venues. Et la Banque centrale de Djibouti est fière de leur présenter le travail que la Banque centrale de Djibouti a effectué. Donc cette réunion qui a été présidée par M. Ahmed Osman, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, et qui a aussi souhaité à tous les pays la bienvenue. Et bien sûr, nous avons aussi montré les atouts de notre pays. Eh bien, sans transition, puis après, tard le soir, la Banque centrale de Djibouti a offert un dîner de gala à l'occasion de la conférence annuelle des pays utilisateurs du système d'information Banking Supervision Application, communément appelé la BCA, qui s'est tenue durant 5 jours au Sheraton Hotel pour une surveillance efficace à la hauteur de l'expansion du secteur bancaire. Et bien, après le mot de bienvenue, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Osman, a exprimé sa profonde gratitude aux experts des différentes banques centrales issues des 20 pays utilisateurs du système BCA, ainsi que des hauts cadres de la Banque centrale de Djibouti et des différentes banques commerciales de Djibouti. Rappelons que les travaux de la réunion de Djibouti, qui sont déroulés durant 5 jours, ont servi de plateforme d'échange, de partage d'informations essentielles, d'exploration de nouvelles perspectives afin de mieux renforcer la collaboration entre les parties prenantes du secteur bancaire. À force d'ajouter que les convives ont vécu une soirée mémorable en profitant d'un spectacle d'animation musicale et culturelle, d'une cuisine raffinée préparée par des chefs étoilés du restaurant 5 étoiles du Sheraton Hotel. Rien n'a été laissé au hasard dans cette magnifique soirée qui a marqué plutôt les cœurs et les esprits de toutes les convives avec les effets de lumière. La BCA s'inscrit dans ce cadre du renforcement de supervision des institutions financières, doter des départements de la supervision bancaire des moyens techniques pour réaliser une surveillance efficace à la hauteur de l'expansion du secteur bancaire. Eh bien, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman, a rappelé les caractéristiques et les avantages du système qui est développé par des experts africains et souligne la fierté pour la Banque centrale de Djibouti de faire partie des pays membres qui ont décidé de mutualiser leurs connaissances en matière de supervision. Écoutons-le. Nous sommes très heureux, très fiers de vous avoir reçus à Djibouti. Nous avons, pour une réunion technique, pu réunir à Djibouti une vingtaine de pays, 60 personnes. Et je remercie pour mes collègues de la Banque centrale et tous les collègues qui ont participé, qui se sont démenés pour vous accueillir, préparer cette réunion qui s'est passée vraiment dans des bonnes conditions, j'espère, jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez repartir avec quelques souvenirs, avec la petite visite de la Cassale. Mais le plus important, et quand même, c'est que vous êtes venus faire ici à Djibouti, c'est d'échanger entre Africains vos expériences, votre perception, vos remarques sur un produit qui est né de l'idée de quelques pays, mais qui prend de plus en plus de proportions avec l'adhésion future de quelques pays, comme Omar vient de le rappeler, la Mauritanie et j'en passe.
je regrette qu'un des rares pays en dehors du continent, comme Haïti, qui traverse des périodes difficiles, n'a pas pu participer à cette réunion. Mais je suis sûr que la prochaine réunion de BSA, je ne sais pas où ça se passera, réunira encore plus de monde. C'est un produit, franchement, qui est très utile et je conseille tout le temps mes collègues et je profite de l'occasion pour vous encourager à redoubler d'efforts pour le digérer, pour le faire évoluer, pour qu'il puisse absorber complètement, continuellement tous les défis qui vont se présenter dans tous les domaines, sécurité, extraction, utilisation, etc. Autre clôture, cette fois-ci, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a procédé hier à la cérémonie de clôture de fin de formation des experts nationaux sur l'inventaire de gaz à effet de serre avec l'outil l'IPCC 2006, qui s'est tenu pendant 4 jours au Kempinski Palace Hotel. Cet atelier a vu la présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, des hauts cadres du ministère de l'Environnement, de la représentante du PNUD ainsi que les représentants du PNUD. La représentante du PNUD s'est déclarée réjouie quand la réussite de cet atelier, qualifiée d'une importance capitale, qui avait pour objectif de doter les acteurs clés nationaux de compétences et de connaissances sur les méthodologies d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre grâce au logiciel développé par les groupes experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Ce renforcement, a-t-elle dit, des compétences en matière d'inventaire de gaz à effet de serre permettra à Djibouti d'être capable de mesurer et surveiller efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Nous ici à Djibouti et que nous pourrions faire nos projections sur les mesures que le pays va prendre pour les mesures d'adaptation et d'atténuation. En tout cas, merci pour votre participation et merci aux consultants pour le travail qui a été fait. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes heureux d'être aux côtés du ministère de l'Environnement, qui est un de nos partenaires clés pour la mise en œuvre de tous ces programmes-là. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement s'est félicité du succès de cet événement et a remercié tous les participants des parties prenantes, ainsi que la représentante du PNUD, pour leur contribution à la réussite de cet événement qui a un sens particulier pour le ministère de l'Environnement. Écoutons-le. C'est important de maîtriser le guide de l'IPCC 2006 sur l'inventaire des gaz à effet de serre. C'est important au niveau national et c'est important au niveau international. Pourquoi c'est important au niveau national? Parce que pour mettre en place une politique d'atténuation, il faut d'abord savoir quelle est la quantité de gaz à effet de serre que Djibouti émet, quelle est la quantité de gaz à effet de serre que les écosystèmes djiboutiens, que ce soit la forêt, que ce soit les mangroves, que ce soit les coraux, peuvent absorber. Et c'est à partir de connaissance de ces résultats qu'on peut mener une politique d'atténuation au changement climatique. C'est aussi important au niveau international parce qu'il faut construire, conformément à l'accord de Paris, c'est important d'avoir une transparence dans la communication de données pour rassurer la communauté internationale, mais surtout les bailleurs de fonds qui financent les projets d'atténuation ou d'adaptation ont besoin de savoir qu'il y a une transparence dans les données que nous communiquons. Cette transparence, elle est double, c'est-à-dire les pays développés, les pays en voie de développement doivent communiquer des données fiables, mais les pays développés aussi doivent être transparents dans leur mode de financement, dans leurs moyens de financement. Et il faut qu'il y ait aussi une transparence. Donc c'est une double exigence qui a été mise en place par l'accord de Paris. Et je suis heureux de constater que beaucoup d'experts djiboutiens sont maintenant formés à l'inventaire de gaz à effet de serre. C'est un processus que Djibouti mène depuis une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Nous avons commencé par la première communication nationale, nous avons fait la deuxième communication nationale, nous avons fait la troisième communication nationale. Et maintenant, nous sommes en train de finaliser ce qu'on appelle le programme, le bilan biannuel. Direction le sud du pays où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, effectué une visite importante dans la région d'Ali Sibié dans le but d'examiner la situation sécuritaire actuelle de la région. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus du général pour assurer la sécurité et la stabilité dans toute la nation, accompagné par le chef d'état-major
de la Défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, et des hauts responsables militaires. Le chef d'état-major général des armées a été accueilli par le chef des corps du bataillon interarmées d'Ali Sebieh, le colonel Roble Mohamed Abdallah. Aussitôt, le chef d'état-major général des armées a rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité de la région d'Ali Sebieh. Les discussions ont porté sur divers aspects de la sécurité, notamment les défis liés à la préservation de la paix et de la stabilité dans la région d'Ali Sebieh. Au cours de sa visite, le chef d'état-major général des armées a été informé en détail des développements récents de la situation générale et des efforts déployés pour contrer toute menace sécuritaire. Il a également souligné l'importance de la coordination et de la collaboration entre les différentes agences de sécurité et les communautés locales pour maintenir la paix et la sécurité dans la région. Autre actualité nationale, la délégation du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection sociale, conduite par le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, s'est rendue dans la région d'Arta, où ils ont été accueillis par le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Boudani, et le sous-préfet de la région d'Arta, qui lui ont réservé un accueil le plus chaleureux dans les locaux du conseil régional d'Arta. Puis après, l'objectif de l'atelier consistait à la sensibilisation des acquis et des perspectives de la réforme, mais également les discussions pour une nouvelle stratégie de la réforme. La rencontre a rassemblé les acteurs clés de la région, notamment les agents du conseil régional, la préfecture, des services déconcentrés, de la société civile. L'objectif général de cette rencontre était d'engager les régions dans les activités de la réforme de l'administration. Il s'agit là d'une journée d'échange, d'écoute visant à recueillir les doléances des participants, à les impliquer dans le programme de réforme et d'harmoniser la réforme de l'administration régionale avec celle de l'administration publique. Tout à fait autre chose, sous le leadership du Centre des technologies et de l'innovation pour le développement, la team Djibouti Robotique s'est envolée hier à Singapour pour participer du 6 au 10 octobre prochain à la compétition robotique internationale First Global Challenge 2023. Sous la houlette du STID, cette année marque la 5e participation de l'équipe de Djibouti, composée de 2 jeunes filles et de 3 jeunes garçons, à ce prestigieux événement mondial axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. La délégation Team Djibouti Robotique, accompagnée et conduite par le directeur général du STID, M. Samater Abdi Ousmane, est une équipe composée de 5 jeunes garçons et filles âgés de 13 à 18 ans, accompagnés et formés au STID depuis juillet 2023 pour aller défier les délégations de près de 190 pays de par le monde. 23, qui est l'horizon de l'hydrogène. Parce qu'aujourd'hui nous voyageons pour participer à un concours international, le First Global Challenge. Et le plus important dans ce programme, c'est la participation des filles dans le STEAM, qui veut dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc si d'autres filles de mon âge ou plus jeunes veulent participer à ce concours, elles peuvent, contacter le CTID qui est présent pour eux à tout moment. Merci. Eh bien, l'environnement et le réchauffement climatique, la participation à cet événement sera une opportunité exceptionnelle pour les jeunes participants d'élargir leur horizon dans les domaines du STEAM, tout en encourageant leur réflexion sur des solutions durables pour leur nation et le monde entier. La participation de Djibouti à cet événement mondial est une source de fierté nationale et offre une plateforme précieuse pour l'apprentissage, la croissance et la sensibilisation au STEAM. Elle inspire la jeunesse djiboutienne à devenir des innovateurs et des leaders qui contribueront à un avenir meilleur pour leur pays et la planète. Eh bien, la team Djibouti va également montrer son talent en construisant un robot spécialement conçu pour la compétition olympique robotique et qui sera la cerise sur le gâteau de leur parcours impressionnant. Écoutons le directeur du Centre de technologie et de l'innovation pour le développement. Nous sommes actuellement ici en phase de décollage pour participer pour la 5e fois au concours mondial de robotique appelé First Global Challenge. Depuis effectivement 2018, le CTID accompagne et forme des jeunes talents sur la technologie de manière générale et surtout sur la robotique. Et cette année, nous avons la chance de concourir face à 190 autres nations dans cette grande compétition pour porter haut les couleurs de Djibouti. Je suis entouré donc des jeunes talents ici présents, 2 jeunes filles, Soumaya Sohan, et 3 jeunes garçons, Ryan, Youssouf et Abdul Choukour.
Et vraiment, nous sommes ravis de commencer cette compétition avec le coach aussi ici présent. Nous sommes ravis de commencer avec ce robot qu'on a fait avec ces jeunes au CTID. Et le thème cette année, comme chaque année, il y a un thème. Le thème ça porte sur l'hydrogène face aux défis du changement climatique. Donc je pense qu'il est important de suivre ce qu'on va faire et place à la compétition. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui a organisé mercredi dernier le premier concert d'amitié germano-djiboutienne au Théâtre national des Salines qui a marqué le premier point de rencontre des deux cultures musicales différentes. En pris part à cette soirée musicale, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Doualé, l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Mme Heike Fuller, et sa chef de mission adjointe, Mme Catherine Hedeling, l'ambassadrice de l'Union européenne, l'ambassadeur du Japon, les responsables chinois de la base militaire, ainsi que de nombreux diplomates installés à Djibouti. L'événement a également bénéficié de la participation d'organismes onusiens. Le secteur Melting Pot, cette rencontre eut l'occasion de découvrir la richesse de la musique allemande et djiboutienne. En l'honneur de ce concert amitié germano-djiboutienne, le groupe allemand Busk Magico fut l'un des temps forts de la soirée, transportant le public dans un univers musical envoûtant. بقيت جيران هاي قويتي قالوا لعلك نجمة يا نجمة ما بنتي وإن كنتي هذا شحال قولي لي علاش ربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر وعليك ضويتي يومكو كحلو فرام كورينا كوي سابلو. Eh bien, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, à lors de son discours d'ouverture, chaleureusement souhaité la bienvenue à tous les invités présents. Il a exprimé son enthousiasme quant à la tenue de cette soirée, soulignant son importance pour le renforcement des liens culturels entre l'Allemagne et Djibouti. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes et responsables qui ont contribué à rendre cette soirée possible. Leur engagement et leur collaboration étaient essentiels pour la réussite de cet événement. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous les spectateurs qui sont venus participer à cette soirée dédiée à la diversité culturelle et artistique. Votre présence ici, ce soir, témoigne de l'importance que nous accordons à la promotion de la culture et de l'art en tant que moyen de rapprochement entre les nations du monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée, riche en échanges culturels et artistiques, et je vous remercie encore une fois pour votre venue ici et soutenir la promotion de la culture. Eh bien, je le disais dans le titre, dans l'actualité internationale, les organes de paix et de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent depuis jeudi à Addis Abeba du financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation panafricaine sur le continent. Les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine échangent depuis jeudi et aujourd'hui dans la capitale éthiopienne, siège de l'Union africaine, dans le cadre d'une réunion annuelle. En ouvrant les travaux, le commissaire à la paix, de la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeyo, a appelé les participants à se pencher spécifiquement sur la question centrale du financement prévisible, adéquat, souple et durable des opérations de maintien de la paix menées par l'organisation continentale en Afrique. Cette question est sur la table du CNU depuis plus d'une décennie. Les pays africains demandent qu'elle soit financée par des contributions obligatoires des pays membres de l'ONU, a rappelé un diplomate africain avant la réunion. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.